Les grandes firmes agrochimiques et semencières parviendront-elles à vendre des OGM non étiquetés en Europe? Une majorité écrasante de la population européenne rejette les OGM, et de nombreux États membres ont interdit leur mise en culture. Cependant, les entreprises de l'agrochimie qui développent activement de nouvelles biotechnologies font pression pour diffuser de nouveaux OGM dans nos champs et nos assiettes. Leur stratégie? Contourner la réglementation européenne en affirmant que ces OGM nouvelle génération ne peuvent être considérés comme des OGM. L'enjeu est de taille, comme en témoigne, en France, la tension qui règne au sein du Haut Conseil des biotechnologies, le HCB. Alors que cette instance doit rendre un avis au gouvernement sur le statut de ces nouveaux OGM, 8 organisations de la société civile et paysanne ont en effet suspendu leur participation pour dénoncer un débat tronqué dans une institution où des scientifiques, souvent liés à l'industrie, occupent les postes clés et orientent les débats. Ce sont des technologies brouillons pour lesquelles on ne peut pas prévoir les conséquences à moyen, à court, à long terme, les conséquences qu'elles soient environnementales, qu'elles soient sanitaires, qu'elles soient purement physiologiques sur l'organisme. Et c'est pour cette raison que je me suis engagé sur cette question, parce que voir que l'on est capable aujourd'hui de mettre des OGM, de les disséminer à grande échelle dans l'environnement et que ça puisse finir dans les assiettes sans qu'on ait pris le soin d'évaluer correctement ces technologies en toute transparence, c'est quelque chose évidemment que je ne peux pas supporter à la fois en tant que scientifique et en tant que citoyen. Nous sommes en avril 2016 et une mobilisation informative s'organise devant les locaux d'AgroParisTech où devait se tenir une assemblée générale du HCB. Signe que l'institution refuse le dialogue avec ses membres démissionnaires, l'assemblée générale a finalement été annulée. Le HCB n'a pas rempli son rôle, puisque des débats au niveau du comité économique, éthique et social, il n'y en a pas eu, il a été empêché pendant de longs mois. Et il a été conduit à la sauvette lors d'une séance mi-décembre 2015. Mais impossible d'en tirer des éléments lisibles pour les gouvernements qu'on est censé éclairer. Alors que le HCB est censé être une institution indépendante rendant au gouvernement des avis pluriels sur les questions touchant aux biotechnologies, le débat sur les nouveaux OGM a été étrangement mené. Aucune des questions économiques, éthiques et sociales que posent ces biotechnologies n'a été débattue. Et plus grave encore, l'avis divergent d'un scientifique, Yves Berthaud, a été effacé du rapport donné au gouvernement. Mais je n'oublie pas que dans votre étude de faisabilité, il y a un point important qui est que, en gros, l'agriculture doit montrer que les biotechnologies, ces nouvelles biotechnologies sont utilisables, sont intéressantes, etc. Et sous-entendu que l'encadrement ne doit pas être trop fort, ce qui ouvrira après la possibilité de transformer des animaux et autre chose. C'est quelque chose qui est sous-jacent à cette étude de faisabilité. Ma position en tant que scientifique, c'est que je dois fournir avant tout des éléments clairs et intelligibles, non biaisés, et j'insiste sur ces termes de non biaisés, parce que la société civile doit pouvoir débattre et décider de ce qu'elle désire comme avenir. Yves Berthaud, dont l'avis censuré attirait l'attention sur la présence d'effets non intentionnels résultant de l'utilisation de ces techniques, a lui aussi démissionné pour exprimer son désaccord avec un rapport qu'il estime incomplet et partial. Vidé de son avis divergent, le rapport transmis au gouvernement par le HCB était donc très favorable aux nouveaux OGM, ce qui a conduit le gouvernement à se positionner en faveur d'une déréglementation. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de s'appuyer sur la seule conclusion d'un groupe de travail qui avait été constitué au sein du comité scientifique pour déréglementer une bonne partie des nouvelles techniques, c'est-à-dire pour que le consommateur ne soit pas averti, qu'il n'y ait pas de traçabilité, pas d'étiquetage et qu'il n'y ait pas d'évaluation des risques environnementaux, des risques pour la santé et des conséquences pour les filières économiques, des conséquences sociales et des débats éthiques que ces techniques
pose quand même. Sur le nouveau mandat qui a été lancé par le HCB, on est bien loin de parler de démocratie participative, puisqu'on vit un réel déséquilibre par rapport aux positions qui sont représentées, aux places et un petit peu aux personnes de pouvoir qui sont. On a Limagrin qui est présent à des postes clés, par exemple. Donc ça pose question sur les modalités d'une démocratie participative, sur d'éventuels conflits d'intérêts, déclarés ou pas. Donc la question pour l'industrie, comment faire pour vendre des OGM en Europe? Ils ont essayé depuis maintenant une vingtaine d'années, ils n'y arrivent pas. Donc ils sont un peu creusés la tête, ils ont embauché des agents de communication, des gens très intelligents, qui leur ont dit mais c'est pas difficile. Il suffit de vendre des OGM qui ne sont pas étiquetés OGM. Il suffit de ne pas dire que c'est des OGM. À partir de là, les agriculteurs vont les cultiver, même s'ils n'en veulent pas, même s'ils sont bio, même s'ils sont conventionnels et qu'ils ne veulent pas d'OGM, et les consommateurs qui n'en veulent pas, ils vont en manger. Et ils ont inventé les techniques que vous a décrit Daniel, où effectivement il n'y a pas la trace de l'ADN modifié qu'on a fait rentrer dans la plante, dans le produit qu'on commercialise. Et donc à partir de là, ils ont dit c'est pas des OGM. Le problème c'est que si on regarde la réglementation européenne, qui dit que est OGM un organisme qui a été modifié par des procédés non naturels, de recombinaison ou de multiplication non naturelle. Bon, en procédé, il n'est pas du tout naturel. Ça se fait en boîte de pétri, sur des cellules isolées des plantes. Une cellule isolée de sa plante, elle crève. Là, ils les font vivre et ça les fait muter. C'est pas naturel. Donc c'est un OGM, point à la ligne. Donc leur problème, c'est quoi? C'est qu'il va falloir modifier la réglementation OGM. Donc la seule solution pour la Commission européenne, c'est d'avoir une majorité de pays, de gouvernements, qui sont d'accord pour changer la réglementation européenne. En gros, aux États-Unis, l'USDA et l'Argentine considèrent, maintenant il y a d'autres pays qui commencent à se positionner là-dessus, qui disent que ce type d'organisme ne rentre pas dans le système de dérégulation classique des OGM. Maintenant, est-ce qu'on veut prendre une décision en Europe pour ou contre? Je ne sais pas, je pense que vous êtes au courant qu'on attend depuis des mois et des mois que l'Europe se positionne. Ça vient d'être rejeté la semaine dernière, encore de quelques mois. Si on prend encore une décision, comme on a pris des décisions ultra restrictives, on va repartir à l'âge de pierre technologique. Et oui, tout ce que l'on apportera, on mangera, viendra de pays qui ne seront pas européens. Je n'ai pas vu d'amendement qui demandait d'interdire. À mon sens, à moins que je l'ai mal lu, la réglementation européenne OGM ne parle pas d'interdiction. Nous sommes sortis de la période du moratoire, qui d'ailleurs était un moratoire de facto et non pas un moratoire législatif. À l'heure actuelle, on parle d'évaluation, on parle de traçabilité des étiquetages, on parle de suivi. Concentrant des investissements en constante progression pour atteindre aujourd'hui plusieurs milliards de dollars par année, les biotechnologies et leurs promoteurs disposent d'une force de frappe à laquelle nos politiques sont malheureusement extrêmement sensibles, comme le prouve l'influence dont disposent des entreprises comme Limagrin, le 4e semencier mondial, véritable Monsanto à la française. S'appuyant sur un discours très bien rodé, ces entreprises et leurs représentants cherchent à faire des biotechnologies l'unique solution pour répondre aux défis qui se dressent devant nos sociétés, que ce soit défendre l'économie nationale, lutter contre la faim dans le monde ou répondre au changement climatique. C'est que parler d'agriculture durable et compétitive, puisque c'est le titre de notre table ronde, ne peut se faire qu'en partageant ensemble le constat que les défis sont immenses et les ressources limitées. Pour parvenir à nourrir 8 milliards d'hommes à l'horizon 2030, il va falloir produire plus et mieux, en préservant les ressources. Et pour ce faire, nous ne pourrons pas nous passer de l'innovation et du progrès technique. Sinon, vous avez ces vaches sans cornes dont vous parliez, qui ont été faites par une société qui s'appelle Recombinetics dans le Minnesota, qui ont été faites
aussi récemment là-dessus. Recombinetics aussi a fait des porcs. Il y a une société chinoise qui s'appelle GBI qui a fait des micro-cochons. Il y a sinon Calixte, qui est une société qui est détenue par Selectis à 100%, qui se trouve dans le Minnesota, qui vient de récolter 30 tonnes de soja, qui a une forte teneur d'acide oléique. Il y a le premier champ de pommes de terre résistantes au froid qui a été récolté au mois d'octobre, dont il y a un nouveau champ qui va être planté. Et il y a un blé qui est résistant au mildiou, qui va être planté très bientôt aux États-Unis, là-dessus. En gros, c'est à peu près ça, en fait, les choses qui existent vraiment. Je ne parle pas des applications de recherche, je parle des applications industrielles. Le ton altruiste, presque religieux de ces entreprises, ne saurait cacher l'ironie de discours qui consiste à faire du problème la solution, comme si le feu pouvait guérir la brûlure. On nous dit par exemple qu'on va faire la technologie OGM va nous permettre de faire du maïs qui pousse sans eau. Posons-nous la question des alternatives. On a voulu mettre des gènes de sorgho dans le maïs, parce que le sorgho consomme naturellement moins d'eau que le maïs. Donc on a pris des gènes de sorgho que l'on considère être impliqués dans une partie du métabolisme crucial pour la consommation d'eau, pour les mettre dans le maïs, pour mimer le métabolisme du maïs, celui du sorgho. Il n'y a pas une alternative, planter du sorgho? Ah oui, mais on va vous dire, ça ne s'appelle pas le progrès, ça ne sort pas d'un laboratoire avec des gens en blouse blanche. Ou alors, il y a d'autres solutions. Et Daniel Evin, qui est ici, connaît bien le sujet. On pourrait, qui est un agriculteur, on pourrait aller au Mexique, qui est le berceau du maïs, et on va trouver des variétés sélectionnées par les paysans pendant des millénaires au cours de la sélection massale, qui sont des variétés qui poussent avec très peu d'eau. Voilà, donc les solutions, elles existent. On n'a pas besoin forcément que ça sorte d'un laboratoire. Et d'ailleurs, je dirais même que ce qui est prétendument des solutions sortant des laboratoires n'en sont pas. Parce que ce qui sort d'un laboratoire, c'est du tout ou rien. C'est des technologies qui ont pour but d'éradiquer. Éradiquer les insectes, éradiquer les herbes, les plantes, les dites mauvaises herbes, qui est un terme bien sûr qui ne veut rien dire. Éradiquer les champignons, éradiquer ceci, éradiquer cela. Or, la nature a horreur du vide. Quand on éradique, ça veut dire qu'on élimine un maillon de la chaîne. Et il y a d'autres maillons qui vont prendre la place et on va ne faire que déplacer le problème. La question des nouveaux OGM nous met devant un réel choix de société. Il faut absolument qu'un débat ait lieu pour que la société décide si l'on veut laisser ou non à de grandes firmes la possibilité de s'accaparer notre alimentation en brevetant le vivant. Cette décision doit être prise en fonction de ce que veulent les citoyens, et non en fonction de l'intérêt économique de grands groupes ou de la course à la reconnaissance académique de scientifiques moulés à la louche. Derrière ces technologies, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a brevet. Parce qu'à partir du moment où on considère que les gènes sont les molécules chefs d'orchestre du vivant, eh bien si on agit sur les gènes, on agit sur le chef d'orchestre, donc on change la musique, on change la partition, on devient propriétaire de la musique et de la partition. Et c'est pas un hasard s'il suffit de bidouiller un gène dans une plante pour être propriétaire, pas seulement du gène bidouillé, mais de la plante tout entière. Donc qui dit manipulation génétique dit brevet. Et bien sûr, derrière, il y a la volonté d'avoir la mainmise sur l'alimentation mondiale. Ça, c'est bien sûr dramatique également.